à résoudre avant que de se pencher sur celui de l'allongement du délai. Essayez d'être plus bref, sinon je ne vous redonnerai pas la parole quand il s'agira de votre propre rapport, ce qui serait dommage. Simone Veil. Tout d'abord, je voudrais donner une précision parce que je ne voudrais pas que les propos tenus par le professeur Nizan soient mal interprétés par les gens qui ne connaissent pas, qui n'étaient pas là en 70-75. Le professeur Nizan, quand il a parlé du nombre de décès de femmes, c'était avant la loi, bien sûr. Vous avez dit les années 70, je ne voudrais pas qu'on pense que la loi était déjà votée. Puisqu'à partir du moment où la loi a été votée, justement, des 300 ou 350 décès qu'il y avait par an, il n'y en a plus que très peu. Enfin, on les compte sur les doigts des deux mains, je crois, depuis 25 ans. Donc, je crois que là, il faut être tout à fait clair et qu'on le sache. Alors, deuxièmement, moi, je ne veux absolument pas, dans la situation où je suis, parler des réformes à faire. Je voudrais donner tout de même des indications pratiques. C'est que vous avez évoqué l'enquête que j'ai faite, je crois que c'est monsieur qui, en 93-95. Effectivement, revenant au ministère, je me suis occupé de ce qui avait été fait, sachant qu'en 75, pour que la loi soit appliquée, on avait dû prendre beaucoup de mesures qui étaient dérogatoires au droit commun, et notamment en ce qui concerne les services hospitaliers. On avait recruté beaucoup de médecins qui étaient volontaires pour le faire, contractuels, attachés, et qui acceptaient de le faire et qui le faisaient dans les conditions les meilleures possibles. Ils étaient très motivés. Ils étaient très motivés parce qu'ils avaient été internes, externes ou jeunes médecins au moment où il y avait des avortements clandestins dans des situations effroyables, des femmes qui arrivaient mourantes à l'hôpital, ou quelquefois les médecins étaient amenés à intervenir dans des conditions dramatiques. Donc ils étaient motivés pour le faire. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui disent « nous, on en a assez, on n'est pas médecin pour faire ça, on veut bien en faire quand il y a vraiment un besoin, mais ces femmes qui reviennent, qui ne font pas quand elles pourraient, qui sont bien informées, qui ne font pas de contraception, et on a des difficultés. » Alors en 95, juste avant de quitter le ministère, on avait amélioré le statut des médecins dans les hôpitaux où il n'y en avait pas assez pour qu'on en recrute plus facilement. Mais c'est une question de fait qui vient d'être évoquée, c'est une réalité. Et c'est vrai qu'il y a une clause de conscience qui fait qu'on ne peut pas contraindre un médecin quand c'est contre ses convictions philosophiques, on ne peut pas le faire. Et je dois dire que, heureusement, d'une part, d'un point de vue, je dirais, moral, éthique, et aussi d'un point de vue concret, un médecin qui serait obligé de faire des actes qui réprouvent, ça serait vraiment très dramatique pour les malades. Il y a donc des problèmes concrets, très difficiles à régler sur ce plan. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a pris des délais relativement courts? Vous avez dit que c'était la loi la plus rigoureuse d'Europe. C'est vrai qu'elle est rigoureuse en ce qui concerne les délais, mais parce que sur les conditions, elle était au contraire beaucoup plus large, puisque un des principes de la loi, qui était d'ailleurs un principe auquel personnellement je tenais, c'est que je trouvais que ça devait être une décision de la femme. Et ça, c'était la première loi dans laquelle c'était une décision de la femme, que c'était sa responsabilité et qu'elle n'avait pas à passer en jugement devant des commissions, comme c'était le cas dans la plupart des autres pays européens à l'époque. Maya Surdut, vous vouliez intervenir brièvement pour finir sur ce point, parce qu'on a beaucoup d'autres thèmes. Eh oui, je tiens à restituer une chose. Le micro près de la bouche. Les individus ont joué un rôle important, mais sans mouvement social, collectif, il n'y aurait rien eu. Et il a été simultané dans tous les pays. Je dois dire, le MLF a joué un rôle déterminant. C'est lui qui a lancé le débat sur ce terrain. Nous étions dans une autre période politique, c'est évident. Ensuite, il y a eu un mouvement. Le micro près de la bouche. En slogan. Oui. Ensuite, il y a eu un mouvement qui était le mouvement de le MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, avec plus de 300 comités en toute la France et qui ont bravé la loi au-delà de ce qu'avaient fait effectivement les 343 dites salopes. Et que les 331 médecins du groupe Information Santé. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça la réalité. Pendant 1 an et demi, nous avons pratiqué des IVG dans ce pays, des avortements. L'IVG est un terme légal. Et effectivement, il fallait rétablir l'ordre. Madame Veil, je suis reconnaissante pour ce que vous avez fait. Vous avez bravé tout ce que vous avez subi au Parlement. Nous en sommes conscientes. Et vous avez effectivement porté ce flambeau au sein du gouvernement. Mais pourquoi aussi, il faut le dire, il fallait rétablir l'ordre. Aucun pouvoir ne peut tolérer qu'on bafoue la loi comme nous le faisions. Malheureusement, cette loi est insuffisante. Elle l'était au départ, madame, et je le dis à tout le monde, parce qu'il n'y avait pas de remboursement de l'avortement, alors que dans les autres pays, il y a eu le remboursement aussitôt. Et il a fallu attendre 82 et redescendre dans la rue. Et je vais vous dire une chose, le professeur Nizan a fait un excellent travail, mais je tiens quand même à le dire ici, que nous étions derrière et à ses côtés pour faire ce travail, le planning,
l'ANSIC, Association nationale des centres d'IVG et de contraception, et la CADAC, à laquelle j'appartiens. Et je dois dire aussi, M. Nizan ne le dit pas, mais je le dis. C'est la coordination des associations pour le droit à l'avortement et la contraception. M. Nizan ne le dit pas, mais je tiens à le dire ici. À la suite de son rapport, il a été, et effectivement, il a subi, il a reçu des cartes de menaces, de mort, des menaces antisémites. Et non seulement lui, Madame Aubry, M. Kouchner et Mme Perry. Et il a fallu effectivement qu'il y ait une question orale à l'Assemblée nationale, portée par les Verts, il se trouve que c'était eux, pour reparler de tout ça. Et moi, je maintiens les 3 priorités que vous avez énoncées, M. Nizan, ce sont nos priorités, et nous l'avons dit à Mme Aubry. Et nous avons été extrêmement déçus le 16 juillet, quand nous avons appris que ce serait renvoyé à plus tard. Pourquoi déçus? Parce que d'abord, la situation... Ce sera votre dernier mot. Ce sera mon dernier mot, parce que c'était effectivement, la situation n'est pas bonne, et d'autre part, reporter à 1 an, c'est dire aux opposants, préparez-vous, continuez sur votre offensive. Je dis que nous serons peut-être amenés à descendre dans la rue, comme nous l'avons fait par le passé, et je pense que c'est un juste droit pour l'ensemble, non seulement des femmes, mais pour l'ensemble de la société. Fatima Alachkar, très rapidement, Oui, très sinon on rapidement. n'aura pas le temps de faire tout ce qui est au programme, mais on arrête après. Je voulais juste signaler que dans certains milieux, notamment le milieu des jeunes filles maghrébines, je vois mal comment est-ce qu'on pourrait demander aux parents l'autorisation pour que la jeune fille puisse faire un avortement quand on sait que même l'éducation à la contraception est complètement tabou et que normalement une jeune fille qui se respecte doit rester vierge pour son mariage. Donc nous, on en a beurre, on a plus des appels pour reconstituer l'hymen, voyez-vous, que pour la contraception. Donc c'est des jeunes filles qui échappent complètement à l'information et à l'éducation. Et il arrive effectivement que des jeunes filles se retrouvent quand même enceintes, et là c'est l'angoisse, c'est carrément la peur de se faire tuer. Je veux dire, c'est l'angoisse totale. Et on cache la grossesse, et même elle s'auto-discipline en disant je n'ai pas le droit d'avorter. Donc ça, c'est un problème qui me paraît important pour cette population-là. Lucien Neuwirth. C'était justement en direction de ces jeunes femmes que j'avais obtenu que les centres de PMI puissent faire du planning, puissent faire des consultations de planning auprès de ces femmes-là qui avaient un double isolement, celui de la langue et celui des coutumes. Bien, j'en reviens, j'ai peut-être des idées fixes, mais moi je suis certain qu'il faut relancer la formation de la contraception, parce que ces jeunes femmes qui vont à l'avortement, elles y vont jamais sans joie. Pour elles, c'est l'accident, je dirais même que c'est le malheur. Toujours sans joie, vous voulez dire. C'est un traumatisme, qu'on le veuille ou non. Il faut relancer la contraception. Pour ça, il faut que l'éducation nationale accepte l'éducation sexuelle qu'elle a toujours rechigné à admettre. Il faut faire des campagnes d'information pour que ces jeunes femmes puissent être protégées. La contraception protège, et l'IVG, lorsque l'accident arrive, permet de régler les problèmes. Professeur Nizan, très rapidement. Très rapidement, pour dire que pour avoir une IVG en France, quand on est mineur, il faut encore l'autorisation de ses parents, alors que pour avoir une contraception, il n'y a pas besoin de l'autorisation des parents. Et nous avons un très grand déficit, et là, en parlant de la liberté de la femme, je crois qu'il faut véritablement que notre société fasse un effort considérable d'information à l'égard des jeunes femmes qui commencent leur sexualité, pour qu'elles soient correctement, non seulement informées, mais qu'elles aient un accès gratuit à la contraception et à la protection contre les MST, sans pour autant qu'elles aient à passer cette épreuve épouvantable qu'est l'IVG à cette période de la vie. Un mot de conclusion rapide sur ce thème, Elisabeth Badinter. Il y a urgence. On ne peut pas continuer comme ça et dire on va faire des commissions, on va faire des réflexions. Il y a urgence. Et moi je pense qu'il n'y a pas de délai nécessaire, excusez-moi, pour allonger de 2 ou 3 ou 4 semaines tout de suite. On évitera beaucoup de malheurs. S'il faut attendre qu'on modifie les structures d'accueil, etc., on attendra longtemps. J'ajoute que je ne peux pas comprendre comment on me dit qu'en France, il y aurait plus de clauses de conscience qu'en Espagne. Ça nous laisse baba. Parce qu'enfin, l'Espagne était un pays autrement plus catholique et rigoureux. Alors cette histoire de clause de conscience, c'est un faux prétexte. Il y a urgence pour les deux. Un allongement et que les mineurs n'aient pas demandé l'autorisation des parents.
Et c'est facile à faire. Alors je voudrais, pour clore ce volet santé, alors je sais que vous voulez tout intervenir, mais vous le regretteriez si je n'étais pas là, parce que ce qui nous attend aussi, c'est aussi de parler de l'exclusion, de parler de la précarité des femmes dans le travail, donc je vous demande un peu de discipline. Je voudrais juste laisser parler Dominique Malvy sur quelque chose qui est annexe à notre débat, mais qui en même temps prend une vraie ampleur, parce qu'il y a pétition, parce qu'il y a inquiétude des femmes, c'est la disparition programmée des gynécologues de ville, dirons-nous. Est-ce que vous voulez en quelques mots nous expliquer de quoi il s'agit? Alors c'est dans la ligne suite de tout le combat qu'on va décrire, puisque l'association qui a monté toute cette bagarre, qui est une association de femmes et de gynécologues, nous sommes toutes des militantes qui nous sommes battues pour les plus vieilles d'entre nous, pour le droit à la contraception, pour le droit à l'IVG. Pour ma part, je fais des IVG depuis la loi Veil. Et donc, c'est une association de femmes et de gynécologues médicaux. Nous avons recueilli aujourd'hui 320 000 signatures et tous les jours, nous en recevons entre 2000 et 2500, surtout depuis que les journaux en parlent et que les médias en parlent. De quoi s'agit-il? Il s'agit que les gynécos médicaux, les gynécos de ville, deviennent une espèce en voie de disparition, même si certains disent le contraire. Parce que dans le reste de l'Europe, ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec l'IVG, on est d'accord. Ça n'a rien à voir, sauf que dans leur grande majorité, c'était les fameux motivés, c'était des généralistes et c'était des gynécos médicaux qui ont justement fait marcher les centres d'IVG et de contraception. Il y avait aussi quand même quelques obstétriciens. Bon, alors ce que je voulais dire, c'est que dans les autres pays d'Europe, la gynécologie médicale n'existe pas. Donc, sous un faux prétexte, parce qu'en fait ça ne tient pas debout, d'uniformisation des études européennes, il y a 13 ans, on a supprimé la spécialité de gynécologie médicale, ce qui veut dire qu'on ne forme plus de gynécologues médicaux en tant que tels, on forme... Il y avait deux filières, gynécologie médicale et gynécologie obstétrique. On forme des gynécologues obstétriciens, chirurgiens. Dans 20 ans, il n'y aura pratiquement plus de gynécologues médicaux et sans doute réservés à une minorité. La deuxième chose, c'est que la liberté de pouvoir consulter un spécialiste directement et par conséquent son gynéco est en train d'être fortement remis en question. Alors qu'est-ce que c'est que la gynécologie médicale? La gynécologie médicale, elle est née après la loi ou autour de la loi de M. Lucien Neuwirth avec la contraception. Parce qu'il fallait justement faire connaître la contraception, être en mesure de suivre les femmes. Et là-dessus, il y a eu les frottis, et puis il y a eu les hormones, et puis il y a eu beaucoup de choses. Donc, c'est une spécialité qui a été faite sur mesure pour les femmes d'aujourd'hui, chargée de la prévention et du dépistage des cancers, certes, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles qui sont responsables de stérilité, de grossesse extra-utérine et d'interventions qui sont souvent mutilantes et qu'on peut éviter aujourd'hui. C'est une spécialité complémentaire de la gynécologie obstétrique qui est beaucoup plus orientée vers les grossesses et les accouchements et la chirurgie gynécologique. Et c'est une spécialité, les femmes le savent bien, qui est particulière parce que c'est une spécialité intime, une consultation intime, et parler de son corps dans ce domaine secret et ce domaine qui est quelquefois honteux. On ne le fait pas forcément avec le généraliste de la famille. Ça dépend. Si on veut dessus parler généraliste, il y en a qui le font très bien, la gynécologie de base, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas, qui n'en ont pas le temps. Et surtout, vous avez beaucoup de femmes qui, pour des raisons de pudeur et de discrétion, ne veulent pas ni parler, ni se faire examiner par leur médecin de famille. Surtout, en un mot, qu'est-ce qui est encore possible de faire? Puisque vous dites finalement, c'est des dispositions qu'on a prises il y a plusieurs années, et l'extinction des gynécologues médicaux, elle est programmée en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui est possible de faire? Deux chiffres parce que c'est quand même fondamental. On a développé la prévention, puisque en ce moment on n'arrête pas de parler de prévention, ça paraît quand même assez aberrant de vouloir justement supprimer ceux qui l'ont développé grâce à ce lien de confiance. Vous aviez 6000 cancers du col il y a 20 ans, par an vous n'en avez plus que 1600. Les cancers du sein sont ceux qui sont les mieux, qui ont les meilleurs résultats dans toute l'Europe, la contraception est la mieux assurée, et surtout en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons, une femme sur 3 n'a plus d'utérus à 40 ans. En Hollande, une femme sur 2 n'a plus d'utérus à 50 ans. Et chez nous, on peut dire 85% des femmes sont encore entières à la fin de leur vie. Alors, est-ce que vous voulez répondre à ma question? Alors, je réponds à votre question. En deux phrases, hein, on est vraiment en retard. La pétition. Il y a une pétition qui circule. Elle dit, premièrement, nous voulons qu'on forme de nouveau des gynécologues médicaux en nombre suffisant, avec une formation de gynécologues médicaux
pour nos filles. Deuxièmement, nous voulons qu'aujourd'hui, les femmes gardent la liberté de consulter le médecin de leur choix, qu'il soit généraliste, qu'il soit gynécologue médical ou qu'il soit gynécologue obstétricien, mais qu'on conserve les gynécologues médicaux. Il y a 10 millions de femmes qui nous consultent et qui nous considèrent comme un acquis au même titre que la contraception et l'IVG. Dominique Malvy, je vous remercie et je crois que le message est passé parce qu'avec la fougue avec laquelle vous l'avez mis, ce serait impossible d'imaginer. Est-ce que vous pourrez donner l'adresse où on peut se procurer les pétitions? Vous gênez pas, donnez-la. Alors, je ne me gêne pas. Premièrement, vous pouvez la demander... Ah non, en une phrase. À vos gynécos éventuellement s'ils l'ont. Et deuxièmement, Comité de défense de la gynécologie médicale, 3 rue de Genève, 81 000 Albi. Et il y a un site internet. Ça se mémorise vite, Genève, Albi. Merci. Dans la deuxième partie de l'émission que je vous propose, nous allons aborder tout ce qui touche au travail. Et même avant le travail, c'est l'exclusion et c'est les différentes formes d'exclusion dont les femmes sont souvent les premières victimes. À Montreuil, dans la banlieue parisienne, elle est avec nous ce soir, Denise Rida est déléguée, ça a été la première déléguée aux droits des femmes d'une municipalité, la première de ce genre. Passer une journée avec elle, c'est se heurter à la misère, à la violence quotidienne dont les femmes sont victimes. C'est aussi rencontrer la volonté de se battre pour faire reculer ces violences. C'est aussi peut-être toucher du doigt l'écart entre les textes, la loi, ses avancées et les faits qui nous constituent le thème majeur de cette émission. C'est un sujet que nous avons fait en suivant Denise toute une journée dans Montreuil et c'est Olivier Raffet qui a réalisé ce sujet. Bonjour. C'est un endroit où on se retrouve, on se confie entre femmes et puis on essaie de trouver des solutions à nos problèmes. Il y a déjà les problèmes de la langue. Si je ne sais pas communiquer déjà avec les services de santé, j'ai trouvé à 2 pas de chez moi. Et l'intérêt pour les femmes maliennes, c'est de venir passer d'abord par là, qu'à 2 on y aille là-bas. C'est surtout la langue qui nous pénalise pour beaucoup de choses. Je pense aussi en réaction parfois dans les PMI sur la contraception quand on arrive avec des familles extrêmement nombreuses. Donc c'est vrai que ça, vous arrivez à en parler entre vous? Si, on en parle entre nous quand même, mais il faut tenir compte que nous, on a des façons aborder des choses qui n'est pas la même façon qu'on aborde en France. Hein. On a notre façon, on a notre culture, ça on tient vraiment à préserver, à conserver nos cultures. Et aussi à participer à la vie de communauté qu'on vit. Parce qu'il faut qu'on s'intègre ici, c'est tout à fait normal. Il faut tenir compte aussi qu'on a une culture qui est différente de celle d'ici. En revenant de chez la police, j'ai été déposer plainte. Je les ai trouvés en train de m'attendre devant leur porte. Le mari me tenait, il m'égorgeait. J'ai fait appel au commissariat de police. Ils les ont embarqués au poste de police. Et j'en peux plus, je suis menacée de mort. J'ai un message sur mon portable en me disant je vais couper la tête en 2. Et ces menaces de mort, ça a été cité de toute façon devant le procureur. Vous êtes toute seule, vous, madame? Je suis toute seule à élever mes enfants avec une sclérose en plaques. Voilà. Bon, l'urgence, c'est qu'on vous mette à l'abri. L'urgence, c'est que vous me protégez de ces gens-là. Je vous en prie, je ne dors pas de la nuit, je deviens parano. J'entends le moindre bruit, je ne dors pas de la nuit. Donc vous avez contacté le commissariat? Le commissariat, et puis là, je ne peux pas me déplacer. Je vous dis, ça fait 2 mois que vous savez, ce que je vous propose, là, j'ai juste un déplacement à faire et je suis dans 20 minutes à mon bureau. Vous y allez tranquillement en mairie. Tenez. À la mairie? Écoutez, je ne vais pas très bien parce que j'ai un grand garçon qui est autiste. Je vis l'enfer parce que mon enfant se frappe avec violence, s'automutile. Et je n'ai pas de relais pour pouvoir souffler. Je tremble en me disant, mais mon Dieu, si à un moment ou à un autre, il échappait à ma vigilance, il pourrait se casser la tête sur un angle. J'ai besoin de secours, j'ai besoin que des structures ouvrent, puisqu'actuellement, il n'existe pas de lieu où on puisse parler, discuter, envisager des solutions. C'est de maman à maman, d'association à association qu'on se donne les éventuels renseignements sur ce qui peut aider un enfant ou un autre. On fonctionne au réseau. C'est chercher les tuyaux. Comment s'entraider, améliorer.
et comment on arrive à faire réaliser ce qui est promis. Parce que les fonds sur l'autisme, ils sont acquis, ils sont débloqués. Comment on concrétise maintenant? Samedi, j'ai été appelée par le collègue de permanence qui était au commissariat à 11h avec une jeune femme, 2 enfants, 19 mois et 3 ans et demi, son sac plastique. Elle s'était enfuie tellement elle avait reçu de coups. Donc elle a tourné sur la ligne du métro pendant 3 heures. Et puis, les gens de la RATP ont fini par lui conseiller quand même d'aller chercher une information au commissariat. Donc ils ont appelé notre collègue et je l'ai reçue le lendemain. Alors c'est une jeune femme qui a 24 ans, qui en veut et qui a dit ça ne peut pas durer comme ça, de me faire taper, il n'y a pas de raison. Donc elle s'est trouvée un emploi. Elle est allée à la caisse d'allocation familiale pour demander que les allocations soient à son nom, parce que c'est pas automatique. Non mais c'est pourtant un droit, c'est la loi. C'est la loi, sauf qu'elle n'est pas appliquée. Avec les allocations familiales, ce sont les pères qui la reçoivent. Donc, où elles ont la possibilité de garder le logement, elles doivent assumer les dettes et elles sont finalement menacées d'expulsion puisqu'elles sont peu solvables, ou elles se retrouvent à la rue. C'est un droit fondamental quand même, pouvoir habiter quelque part avec ses enfants, pouvoir travailler, pouvoir scolariser les enfants, c'est la moindre des choses. Un certain nombre de femmes restent au domicile, subissent les coups, parce qu'elles ne peuvent pas aller autre part avec leurs enfants, très concrètement. Avec tout aussi les dégâts que ça fait sur les gamins. Mona Chasserio, j'avais envie de vous faire intervenir. Votre association Cœur de Femmes est au cœur de ces processus d'exclusion qu'on voit à la loupe, comme ça, à Montreuil. Et Denise et Thérèse Claire, qui s'occupent de la Maison des Femmes, sont devant vous. On a coutume de dire que les femmes sont les premières victimes de l'exclusion. Votre quotidien et votre travail le prouvent. Absolument. Je pense que c'est vrai que moi je peux parler de la souffrance des femmes et ça c'est vraiment quelque chose qui s'accentue surtout des jeunes, puisque quand on s'occupe des jeunes de la rue, enfin bon, si mon regard s'est ouvert sur les femmes de la rue, c'est parce que pour moi justement, qui avait été élevée dans une famille matriarcale, j'avais le sens de la transmission des valeurs et de l'éducation, et que quand on voit aujourd'hui des jeunes dans l'état où elles sont, puisqu'elles sont complètement cassées, puisque l'exclusion aujourd'hui chez nous, ça n'est pas que donner à manger, donner un toit, mais c'est la cassure profonde de l'être. Donc c'est avant de leur donner quoi que ce soit, c'est de faire des maisons pour justement retrouver ce sens. Qu'est-ce que c'est que la féminité, qu'est-ce qu'on a à transmettre, les valeurs, c'est d'avoir un enfant, parce que c'est vrai que ces femmes, comme on l'a dit tout à l'heure, elles se retrouvent, elles sont violées, elles ont des enfants, mais elles ont des enfants souvent parce qu'elles pensent que comme elles n'ont pas été aimées, eh bien cet enfant va leur donner l'amour qu'elles n'ont pas eu. Et c'est un cercle vicieux. Bon, c'est vrai que je peux comparer les filles que j'ai souvent à Cœur de Femmes à cette femme qu'on a vue, la mère du petit Johnny. Donc, si vous voulez, on reproduit souvent ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher dans l'histoire, c'est-à-dire dénouer le nœud qui fait que on boit, on se drogue, on prend des comprimés, on est dans les bas-fonds, parce qu'il faut voir, et puis le problème c'est ça grandit, je dirais que l'entonnoir se remplit de plus en plus, et c'est dramatique ce qui se passe. Donc voilà, ce qu'il faut, je pense, c'est ça, c'est ne pas faire des maisons où il y a, c'est-à-dire il y a un psy, un thérapeute, un éducateur, c'est-à-dire on est dans une relation, pas une vraie relation, hein, mais c'est des maisons où on retrouve la vie ensemble et on les guide pour se remettre sur leurs deux pieds. Comme une renaissance de socialité, voilà, et de dignité de soi. Absolument. Thérèse Claire, qui vous occupez d'une maison des femmes à Montreuil. Oui, alors nous avons ici avec les copines de Montreuil, nous avons beaucoup de projets. Certains sont déjà avérés et d'autres sont en train, sont sur le feu, mais ça va venir. Donc nous avons déjà 12 ou 15 associations de femmes à Montreuil et nous songeons à faire une fédération des associations des femmes de Montreuil, et Montreuil sera la cité des femmes. Alors je m'occupe
d'une maison des femmes où les femmes vont trouver un lieu, parce que je trouve qu'aujourd'hui nous manquons singulièrement de lieux. Les femmes n'ont plus de lieu. Les débuts du mouvement Les Femmes, c'était fabuleux. On était dans l'insolence, on se retrouvait. Ah non, pas de passéisme. Ah non, pas de passéisme, c'était quand même trop beau. Moi, je suis née en 70, en 68, et ça on n'oublie jamais. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il faut que les femmes retrouvent un sens ludique de leur existence, de façon à ce qu'elles retrouvent une conscience, une identité. Les femmes n'ont plus de conscience. Y a-t-il une autre conscience que politique? Je dis non. Moi, je pense que les femmes doivent retrouver ce sens de l'existence, de leur propre existence. Et je suis navrée de voir que les jeunes femmes ne s'approprient pas la mémoire du mouvement des femmes qui a quand même 30 ans et les dizaines de milliers de livres qui ont été écrits. Elles ne s'approprient pas leur mémoire. Et en ce sens, elles ne peuvent pas avoir d'utopie. Alors l'utopie, c'est la maison des femmes, avec un côté social, bien sûr, consultation juridique, médicale, prévention sida, et puis de l'autre côté, un social ludique, parce que je veux que les femmes se retrouvent. C'est à travers le rire qu'on s'identifie, c'est à travers le rire que l'on existe. Et ça, je veux dans la maison des femmes. Alors ça, c'est un premier volet de Maison des Femmes. Et puis, il y a un deuxième volet, parce que j'arrive à l'âge où les féministes qui militent depuis 30 ans arrivent sur le marché de la vieillesse et de la mort. Et je pense que je veux monter une maison qui va être la maison des Baba Yaga, cette vieille sorcière russe qui raconte des histoires et qui mange les petits-enfants. Et la maison des Baba Yaga sera une maison du 3e âge, autogérée, solidaire et citoyenne. Autogérée parce que ce qu'on fait dans nos maisons, quand on va être 20, on va pouvoir gérer notre maison de la même manière. Citoyenne, nous serons ouvertes sur la ville, nous ferons des quantités de choses sur la ville, nous serons citoyennes, nous élaborerons dans la cité des quantités de projets et je pense que nous aurons une fin de vie heureuse. C'est nous aider ensemble, nous qui avons milité, à vieillir et à mourir dans la dignité, j'ose pas dire le bonheur. Vous viendrez nous en parler avant cette échéance terminale, j'espère. Oui. La précarité hors du travail, on vient de la voir, l'exclusion, la précarité dans le travail, c'est le thème que je voudrais aborder maintenant. Gérard Filoche, vous êtes inspecteur du travail. Ce matin, dans Libération, vous avez signé un article sur les 35 heures et sur ce que vous voyez être les dangers de la loi des 35 heures telle qu'elle est actuellement en discussion au Parlement. Parce que vous y voyez dans ce qu'on appelle la flexibilité ou l'annualisation, etc., une menace, et notamment une menace pour les femmes qui seraient en quelque sorte les premières visées par ces mesures. Ben oui, la flexibilité dont on parle tant, elle est sexiste. Les horaires irréguliers frappent en premier lieu les femmes. Le temps partiel, aujourd'hui, il y a 3 900 000 personnes, il y a 85% de femmes, 80% de gens non qualifiés. Et qu'est-ce que c'est que la vie d'une caissière qui habite en banlieue, à Comblaville, là où j'habite, et puis qui va au centre de Paris, 1h15 de transport pour faire 2 heures. 2 heures payées au SMIC. Puis encore 1h15 de transport. Et le projet de loi actuellement en discussion au Parlement prévoit qu'on pourrait annualiser ça, le temps partiel, par un accord. Faire sauter les 2 heures de repos entre 2 services. Ce qui fait que parfois, les gens peuvent commencer à 10h du matin, finir à 22 heures, annualisé, assoupli, faire 6 heures payées au SMIC, pour une amplitude de journée qui va être de 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Ça, c'est le temps partiel. Mais après, il y a les longues durées du travail, parce que ça sélectionne les femmes. Vous prenez les cadres. Les hommes travaillent en moyenne 4 heures de plus que les femmes. Et du coup, quand vous arrivez au cadre supérieur, ben vous avez 7% de femmes et 93% d'hommes. Et quand vous en êtes à ce stade-là, vous vérifiez que les femmes sont éliminées par les longues durées. Moi, j'avais dans ma permanence il n'y a pas longtemps une femme qui est, comment dire, elle gagnait beaucoup, elle était dans une boîte de bourse, Golden Girl si vous voulez. Pendant 7 ans, elle a travaillé bien. Et puis elle a eu un enfant. Quand elle est revenue, on lui a dit, mais on t'a pas gardé ta place, on pensait bien qu'avec ton bébé, tu pouvais pas continuer. Elle est venue voir, elle m'a dit, on m'a appris à être une gagnante. Alors, je veux gagner, monsieur l'inspecteur. Je veux mon argent, ma place et du temps pour mon bébé. Et pour qu'il y ait du temps pour son bébé, son argent et sa place, il faut qu'il y ait une loi qui impose un ordre social et qui limite la durée maximale du travail quotidien. Quotidien. Parce qu'on peut annualiser le travail, mais on ne peut pas annualiser le repos. On ne peut pas annualiser la prise en charge des enfants le matin et la prise en charge des enfants le soir. On ne peut pas annualiser la fatigue. On ne peut pas annualiser le partage des tâches qui se fait au détriment des femmes. Et c'est pour ça que finalement une revendication du mouvement social qui date d'un siècle, les 3-8. 8 heures de loisirs, 8 heures de repos, 8 heures de travail.
C'est drôlement subversif aujourd'hui. Quand on nous parle d'annualisation, de flexibilité, de transformation, de modulation, d'étalement sur 12 semaines, et qu'on se refuse à baisser la durée quotidienne du travail, qui est tellement décisive pour les hommes et pour les femmes, et plus pour les femmes dans l'état actuel de l'organisation sociale. Aline Levron, vous êtes représentante syndicale CFDT Carrefour. Vous deviez, ça c'est un petit peu le gag de l'émission, vous deviez venir avec une caissière qui nous aurait parlé du temps partiel et de ses contraintes. Et puis entre le moment où on l'a contactée et l'émission, elle a gagné au loto. Mais c'est pas de la blague. Donc c'est vrai qu'elle était assez malvenue, enfin je le lui souhaite en tout cas, et pour réévoquer ce passé désormais douloureux. Donc statistiquement, il y avait assez peu de chances que ça arrive. Sachez-le, si vous venez à l'émission, vous avez peut-être plus de chances que d'autres. Ce que vient de dire Gérard Filoche, c'est en gros l'analyse que vous faites aussi pour revenir sérieux un moment. Oui, tout à fait. Je dirais que pour cette caissière, c'est une chance pour elle parce qu'elle va sortir du créneau justement de la grande distribution où on l'on retrouve un maximum de temps partiel. Et ces temps partiels, ce sont des femmes. Alors là, ces temps partiels, ça représente une précarité puisque le minimum d'un contrat représente 28 heures, qu'il y a beaucoup de familles monoparentales avec un salaire à 3 950 francs net par mois à laquelle s'ajoute, je l'accorde, 13 mois et demi, un 13e mois et une prime de vacances, mais ça reste des petits salaires. Ceci dit, s'ajoute à tout ça des conditions de travail difficiles. Lorsque monsieur Ripoche parle des Filoche. Filoche, il n'est pas président, il est inspecteur, ça voilà. Ressemble. Mais... Lorsque monsieur Filoche a abordé le problème des horaires, il faut savoir que dans la grande distribution, les caissières peuvent avoir des journées de 10 heures, le lendemain des horaires de 3 heures, avec des coupures de 2 à 3 heures par jour. Ces journées-là représentent un tunnel, avec la difficulté pour elles de pouvoir équilibrer une vie de famille, parce qu'il faut rajouter à ça des nocturnes, 3 nocturnes par semaine. Je vous assure que ce n'est pas facile de trouver des solutions équilibrées. Alors, je crois aussi qu'un point important est à aborder, c'est que les temps partiels n'ont pas la possibilité, par rapport à ces aménagements d'horaire, entre guillemets, d'avoir un deuxième emploi. Et ça restera de toute façon une grande précarité. Alors, dans l'accord que l'on a signé à Carrefour, nous avons réduit une certaine forme de précarité puisque nous avons remonté ces contrats à 28 heures qui à la base étaient à 25 heures. Donc, il faut dire aussi que cette entreprise n'est pas la pire, je crois qu'il faut le dire, dans la grande distribution et également dans les super et petits magasins. Rapidement. Oui. Préciser quelque chose sur les temps partiels, parce qu'on dit oh mais les temps partiels choisis, il y a des femmes, si elles le veulent, finalement elles concilient, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un temps partiel, après c'est du chômage partiel et après c'est une retraite partielle. Donc c'est quelque chose de très clair. Vous êtes avec un homme à un moment donné, vous vivez, vous dites bon il gagne bien sa vie, moi je vais me mettre à mi-temps, etc. Le type se barre 10 ans après, vous êtes au chômage partiel et votre retraite pendant 10 ans vous avez cotisé à temps partiel. Et ça, c'est fondamental. Oui, et ça concerne à 80% des femmes. Il est juste temps de légiférer, parce que ça rentre dans la loi des 35 heures dont on parle tant. D'abord, le temps partiel va être commencé à 34 heures maintenant. Mais un employeur va embaucher plus facilement à 34 heures, payer 34, que de signer un accord, ou surtout d'embaucher au-delà et plus cher. Il faut faire attention sur la façon dont on protège les temps partiels, dont on donne l'égalité des droits, dont on permet de revenir à temps plein. Et puis sur les durées maxima qui sont l'autre envers, je voudrais dire, on ne peut pas dans cette loi, même pour les cadres et les itinérants, donc les cadres femmes et les itinérantes, commerciales par exemple, on ne peut pas dire qu'on fait sauter la durée maxima du travail qui est 10 heures actuellement. C'est dans le projet de loi, on va la faire sauter, ça permettrait des journées de 13 heures. Qu'est-ce qui va tenir une telle concurrence? Qu'est-ce qui va vivre une telle vie? Ça vient 6 siècles en arrière, Même Philippe le Bel, en 1312, il avait ajouté la durée quotidienne du travail sur la base du lever du soleil et du coucher du soleil. Donc Philippe le Bel, mieux que Martine Aubry, non, les luttes sociales. Un peu polémique. Oui, c'est parce que les luttes sociales disent qu'on est passé de 16 heures à 14 heures, puis à 12 heures, on est à 10 heures. Normalement, on devrait descendre de 10% la durée maximale, comme on a descendu la durée légale. Passer de 10 à 9 heures et passer de 48 heures à 44 heures. Ça protégerait les femmes, ça les mettrait en situation d'égalité professionnelle et ça limiterait aussi tous les écarts de salaire dont on a parlé ce soir avec 27%. Je fais pas une polémique parce que je pense que ça peut changer. Le projet de loi n'est pas fini, il est sur le Parlement. Tout le monde entend, tout le monde écoute. C'est intime le temps de travail, dit Martine Aubry à juste titre. Donc intimement, on est tous concernés, hommes et femmes, par les choix qui vont être faits dans ce projet de loi. Et c'est le moment d'amender.
Le Parlement est la chambre démocratique qui peut nous écouter pour ça. Roselyne Bachelot. Il n'y a pas que le problème du temps partiel, il y a aussi le fait que 80% des salariés qui sont d'ores et déjà passés dans la première loi Aubry ont vu très nettement leurs revenus diminuer avec la perte des heures supplémentaires. Alors qu'est-ce qui se passe avec les femmes? C'est qu'en général, ce sont elles qui compensent cette perte de revenus qui permettent de payer les traites du pavillon, les études des gamins. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles licencient la femme de ménage ou l'aide à domicile. Alors moi, ça me fait rigoler quand on dit que pour les femmes, c'est du temps choisi, c'est du temps pour elles. Non, non, c'est pas du temps pour elles, c'est du temps pour eux. Parce qu'elles voient encore s'alourdir la charge des tâches ménagères dont elles sont déjà saturées. Alors, il y a un certain nombre de pièges qui sont tendus aux femmes dans cette loi, et c'est curieux, Monsieur Filoche, que nous nous retrouvions dans nos analyses. Elisabeth, jusqu'au bout sur la défense de l'ordre public social et de la baisse des durées. Les 35 heures, c'est une idée en or. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça se transforme en plan, parce que les contenus de la loi seraient imprécis. Le diable est dans les détails, il faut les étudier. Et moi, je suis pour les étudier et faire que ça serve les femmes, les hommes, qu'il y ait une baisse à 35 heures, une baisse des durées maxima, et qu'on maintienne cette notion essentielle d'ordre public social. Un employeur qui fait travailler quelqu'un plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine crée un trouble manifeste à l'ordre public. On doit faire respecter cet ordre public, et les inspecteurs du travail sont malheureusement avec les contrôleurs bien trop peu pour pouvoir le faire aujourd'hui. Il faudra au moins doubler les sections d'inspection. Elisabeth Badinter, je voulais vous demander, Gérard Filoche, à un moment donné, à insister sur finalement le noyau qui ne bougeait pas dans tout ce mouvement avec ses allées et ses retours. C'était le non-partage des tâches ménagères. Vous avez le sentiment que c'est dans la sphère du privé aussi que continue à se jouer et à se reproduire cette inégalité dont on voit après les effets sur le plan social et public? Alors, exactement. Je pense que c'est le noyau dur. Si j'ai tout dit ce que vous pensez, c'est pas... Non, de l'inégalité entre les sexes. Et il faudrait simplement rappeler que la loi ne peut pas vraiment changer les choses sur ce problème privé. Il faut simplement rappeler que je ne vois pas comment l'égalité des sexes sera jamais possible tant que les femmes assumeront 80% des tâches privées, ménagères, parentales, les courses, etc. L'INSEE est absolument catégorique. Les progrès faits en 10 ans par les hommes à propos des tâches privées a augmenté à une journée à peu près de 10 minutes par jour. Ils en font un peu plus en 10 ans. Je pense que c'est absolument impossible à partir de ce moment-là. C'est pas la peine de se marrer, les mecs qui sont sur le plateau. Franchement, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle parce qu'on a l'impression que c'est vulgaire de parler de ça. C'est l'essentiel. L'essentiel est là. Et je pense très franchement... Oui, parce qu'après, la loi essaye de légiférer sur l'espace public, mais l'espace public, il y a un entonnoir par rapport à lui. La plupart des femmes sont conditionnées par cette responsabilité. Elles savent, et c'est valable quand elles choisissent un travail ou quand elles se voient imposer le temps partiel, c'est qu'elles savent que l'essentiel de tout ça, c'est elles qui le font. Mais je voudrais aussi, pour donner un peu d'espoir, dire quelque chose. C'est vrai que c'est un peu flippant la fin de l'émission. Au dernier concours de la magistrature, donc cette année, il y a eu 75% de candidates filles, donc seulement 25% de candidates garçons, mâles. Et il y a eu 66% de reçus qui sont des filles. Ça veut dire que... Pourquoi? Parce que... Ça veut dire qu'on va se faire juger par des femmes plutôt que par des hommes? Vous appelez ça de l'optimisme? Ça veut dire... Ça veut dire, Michel Field, que quand il y a des métiers où les femmes savent qu'il y a une partie possible de travail à la maison, peut-être liberté des horaires et d'organisation du travail, alors elles s'engouffrent là-dedans. Et c'est un grand métier d'être juge. Ce n'est pas un métier subalterne, c'est un grand pouvoir, un grand métier, une grande responsabilité. Et apparemment, ce sont les femmes qui sont en train de prendre cette responsabilité-là. Simplement, ça veut dire qu'il faut absolument faire en sorte que l'organisation, et pour les hommes et pour les femmes du travail, est toujours en tête ce partage des tâches dont on ne parle jamais. Catherine Génisson. Oui, je crois que beaucoup de témoignages là concordent et on ne peut que les cautionner. Moi-même, lorsque j'ai établi mon rapport,
tout ce que j'ai entendu ce soir, je l'ai transcrit dans mon rapport. Je voudrais d'abord souligner l'importance du témoignage de Madame qui indiquait que pour un certain nombre de femmes, avant de commencer à imaginer qu'elles puissent bénéficier d'une formation ou qu'elles puissent retourner à l'emploi, il était important d'abord de les réinsérer dans la vie tout court. Et ça, je crois il y a des étapes qu'on ne peut pas sauter. Ensuite, pour répondre à Gérard Filoche, bon, on ne va pas entamer le débat, je crois, sur les 35 heures, ça serait peut-être un autre sujet, mais néanmoins, il a identifié des points très importants qui pénalisent actuellement les femmes, que sont l'exercice du temps partiel et que sont, dans un autre volet, la façon dont travaillent les femmes, dont travaillent les cadres. Et en ce qui concerne l'exercice du temps partiel, ils sont tout à fait évidents d'encadrer le temps partiel plus qu'il ne l'est actuellement. Le projet de loi fait un certain nombre de propositions, mais en ce qui nous concerne, députés socialistes, députés de la majorité plurielle, nous avons proposé un certain nombre d'amendements qui indiquent en particulier la nécessité de définir mieux les heures complémentaires, c'est-à-dire les heures que la femme fait en dehors du contrat qu'elle a signé, contrat qui fait d'ailleurs partie de l'accord de l'entreprise et qui n'est plus un contrat individuel que signe la femme avec son employeur, des mesures qui permettent aussi de pouvoir passer plus facilement du temps partiel au temps plein ou du temps plein au temps partiel, tout un certain nombre de mesures qui vont d'ailleurs conditionner pour l'employeur la possibilité ou pas de toucher les aides structurelles qui lui permettront d'assumer mieux le coût de la réduction du temps de travail. Je crois qu'il y a un certain nombre de mesures qui seront proposées et qui seront des amendements proposés qui devront améliorer les conditions d'exercice du temps partiel. Merci. Est-ce qu'on supprime l'exonération? Attendez, pas de dialogue entre vous. L'exonération de 30%. Et on supprime l'exonération qui était accordée à partir de 2001. Isabelle. C'est comme les délais. Isabelle Canatou, mixité. Canafou, pardon. La fatigue. Oui, mixité. Oui, j'ai dit mixité. Oui, tout à fait. Non, moi je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Elisabeth Badinter, c'est très important. Il y a 2 points qui sont 2 enjeux fondamentaux pour le travail des femmes aujourd'hui. C'est la répartition des tâches domestiques, on l'a dit. On peut, pour s'amuser un peu, évoquer 2-3 chiffres. 2% des lessives sont faits par des hommes, donc c'est quand même assez effrayant. Et deuxième chose, 24% des hommes avouent mettre la table, ce qui n'est pas non plus très reluisant. Donc, sachant que souvent ces chiffres sont un peu gonflés, on imagine l'étendue des dégâts. Et à l'intérieur des tâches ménagères, il y a même une hiérarchie, une re-hiérarchisation. La cuisine pour les hommes et la vaisselle pour les femmes. Et les hommes briquent leur voiture. Par contre, à 78%, ça c'est un domaine réservé. Donc là encore, on voit les clichés, les stéréotypes masculins, ça donne féminins. des idées, Christophe Lambert, pour la pub, non? Un micro. Ouais, deuxième chose, j'avais juste une autre chose à dire. À partir du moment où on essaye de faire sortir les femmes de la sphère privée pour qu'elles arrivent sur le marché du travail, eh bien, qu'est-ce qu'on fait des enfants? C'est la question que j'ai envie de poser aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Le nombre de femmes qui sont arrivées sur le marché du travail en 30 ans a quasiment doublé. Or, l'État ne s'est pas montré très intéressé par la question des enfants et de... 9%, je crois, des gardes d'enfants dans les crèches publiques. Hein. Voilà, il y a un manque de places de crèche qui est incroyable et personne n'a voulu remédier à ça. Il n'y a pas de réflexion de l'État au sens le plus général du terme. Et on peut en particulier remarquer 2 chiffres très intéressants aussi. C'est le montant des dépenses de l'État pour l'APE, l'allocation parentale d'éducation. L'État dépense chaque année 15 milliards de francs, tandis que l'allocation allouée aux crèches ne se monte qu'à 12 milliards de francs par an. Donc là encore, c'est une volonté politique de laisser les femmes à la maison, puisque beaucoup de femmes qui ont un emploi qui gagnent 6 à 7 000 francs par mois, vous comprenez bien, quand elles ne peuvent pas mettre leurs enfants en crèche, ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent à la maison, elles touchent l'APE et on n'en parle plus. Et quand une femme arrête de travailler pendant 3 ans, on sait bien qu'elle ne retrouve pas de travail très facilement. Karine Bernfeld. Oui, je pense que ce n'est pas Elisabeth Badinter qui me contredirait. Enfin, mon humble avis, comment vous disiez, romancière. À quand les hommes enceints? À quand les hommes qui s'occuperaient vraiment des enfants? Bon, c'est dans mon livre, c'est de la fiction, ça se passe même en 2000 et quelques. Mais il y a vraiment une volonté de mes personnages... peu importe, mais de vouloir enfin que les hommes s'occupent des enfants et que ce soit pas dit, c'est inné, comme si c'était dans les gènes des femmes. Enfin, Simone de Beauvoir, elle a quand même pas écrit pour rien. C'est pas dans les gènes des femmes de s'occuper que des enfants, quoi. Isabelle Alonso, à l'issue de cette émission, tous les hommes sont égaux, même les femmes. Vous en êtes aussi sûre que ça?
Alors, je commençais à me demander si votre titre, la régression, n'était pas si mal trouvé finalement, parce que quand j'écoute M. Filot, je me dis que ça ne s'arrange pas tellement, puisque tant qu'on parle des lois qui sont spécifiquement destinées aux femmes, évidemment, il n'y a pas régression, puisqu'il y en a plein, des lois, on a un appareil juridique qui est tout à fait complet. Quand il s'agit de les appliquer, on voit déjà que ce n'est pas de la régression, mais c'est carrément de l'immobilisme total. Et je trouve que Mme Génisson nous a donné un exemple magnifique de langue de bois. Elle répète des trucs qu'on répète depuis le début du siècle. Ah bah oui, il y a des écarts de salaire. Ah bah tiens, c'est vachement dommage. Et en attendant, on fait rien, on bouge pas une patte. Et pour finir, vous répondrez hors antenne, on n'a plus le temps. On a aussi beaucoup parlé de l'intégration des hommes. Alors les hommes enceints, c'est justement la seule chose qu'on ne peut pas leur demander. Alors on va laisser tomber le sujet. En revanche, l'absentéisme des hommes dans les cuisines et les buanderies, on pourrait peut-être en parler, puisqu'on parle souvent de l'absentéisme des femmes au travail, c'est parce qu'elles gardent les enfants. Et puis je voudrais dire aussi que quand le corps social veut se donner les moyens de faire quelque chose, il peut le faire. Donc on a un manque total de volonté politique, puisque dans les entreprises, aujourd'hui, il y a des restaurants d'entreprise, parce qu'il faut bien que les travailleurs mangent. Il y a une participation de l'employeur à la carte orange, parce qu'il faut que les travailleurs se déplacent. Il y a des congés payés, parce qu'il faut que les travailleurs se reposent. Et quand on en arrive aux enfants, aux soins des enfants, les enfants sont l'avenir du pays, sont une production essentielle pour l'avenir du pays, là, c'est aux femmes de se démerder individuellement. Et ça, c'est un déni de justice énorme. Alors, on parle ici de liberté des femmes. Ça me semblait tout à l'heure aberrant. Encore une fois, Mme Génisson, je suis désolée, mais quand vous avez l'armée du Burgos, elle n'a pas le temps de répondre. Elle vous répondra. Alors, et je ferai un compte rendu la fois prochaine. On ne peut pas mettre sur le même plan la liberté des femmes à disposer de leur corps, qui est une liberté fondamentale que notre société devrait garantir, et la volonté de quelques médecins d'avoir une clause de conscience. Voilà, l'émission se termine. Évidemment, il y avait encore beaucoup de choses à dire, des sujets qu'on avait préparés, qu'on n'a pas pu passer, mais ça, c'est la loi du genre. On a essayé de faire le tour d'une question absolument vaste, et vous savez à quel point on ne l'aura pas épuisé. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Un certain nombre de rendez-vous. Demain, prise directe, l'émission du soir, elle se passera à Lyon. La prise d'antenne sera tard, vers minuit moins le quart, mais je vous promets un bon débat autour de faut-il brûler les fast-foods. Et à Lyon, ça s'imposait capitale de la gastronomie. La semaine prochaine, à la même heure, vous avez rendez-vous avec Patrick de Carolis pour des racines et des ailes. Notre prochaine marche du siècle, nous, c'est dans 15 jours, le 20 octobre. Qu'est-ce qu'être français? Vous avez dit français, le réveil des régions, l'intégration des jeunes citoyens issus de l'immigration, l'Europe, la mondialisation. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être français? Ce sera le thème de la prochaine marque du siècle. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec le journal de l'actualité. Rendez-vous avec l'actualité, votre journal, soir 3. Bonne soirée, merci à toutes, merci à tous.